Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine, un nouveau mois. Bonjour Gilles Gansman. Oui. Et c'était long le mois de janvier, vous n'avez pas trouvé le mois de janvier très long? Si, très long. Très bizarre, très long. Cette sensation, Bah, oui. Il y a plein de gens qui m'en parlent. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec la rédaction qui me disait on a trouvé le mois de janvier très long. Ouais. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Vous avez trouvé le mois de janvier. Alors, j'ai un scoop, février va être plus court. Oui, ça, bravo. Voilà. C'est quoi le problème, Félix Mathieu? Avec vous ce matin, on va parler de ces chiffres qui sont assez ahurissants. Des chiffres de consommation de la cocaïne, consommation qui est en hausse, toute classe sociale confondue, toute classe d'âge confondue. Oui, un adulte sur 10, selon les études, on a déjà consommé aujourd'hui. On était à 1 sur 50 il y a une vingtaine d'années. Donc ça, c'est vraiment banalisé, entre guillemets. On va en parler dans un instant avec le docteur Hélène Donadieu, qui est médecin hépatologue et addictologue. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi et comment ça fonctionne, la cocaïne, pourquoi on en prend, pourquoi on devient addict. Et puis évidemment, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Est-ce que vous avez été vous-même confronté à des proches qui prenaient de la cocaïne? Est-ce que vous en avez pris? Est-ce que vous avez remarqué qu'effectivement c'est une drogue qui se banalise? 0826 300 300. On attend vos témoignages sur Sud Radio. Et puis Valérie, on rappelle le numéro de Drogue Info Service, évidemment, 0823 13 13. Absolument. Chômage des jeunes. Alors le MEDEF veut un nouveau CDI jeune. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ça rappelle un peu le CPE. C'est un CDI qui permet de pas être un CDI, en gros, c'est-à-dire de virer très rapidement le jeune qui ne ferait pas l'affaire sans avoir besoin de justifier ce licenciement. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que ça peut favoriser, c'est une proposition du MEDEF, est-ce que ça peut favoriser l'emploi des jeunes qui est en panne très 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 concrètement? Donc là aussi 0826 300 300. On parlera également des assistants scolaires avec Alex Darmon tout à l'heure, avec ce reportage qui a été diffusé dans Cache Investigation et qui fait froid dans le dos. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Alors Félix Mathieu, c'est quoi le problème avec la cocaïne? On en consomme de plus en plus, c'est ça? Oui, ça s'est banalisé. Je vous cite ce rapport de l'INSERM qui a été publié récemment. La consommation de cocaïne se diffuse en termes de classe sociale, d'implantation géographique et d'usage. Je vous le disais, près d'un dixième des adultes aujourd'hui on a consommé au moins une fois dans sa vie, quand c'était plutôt un adulte sur 50 au début des années 2000, donc ça s'est vraiment propagé. Il y en a plus qu'avant, plus pur, de meilleure qualité, moins coupé et puis aussi moins cher qu'avant. Ceci explique cela. Il y a plus cette connotation, vous savez, drogue de l'élite que ça avait un peu dans les années. Ou du showbiz. Oui, voilà, ou du showbiz. Ça, c'est désormais un petit peu partout. Explique ce rapport de l'INSERM. Pour le crack, qui est un dérivé, c'est un peu l'inverse. Il reste avant tout consommé par des personnes plus en marge, plutôt précaires, nous dit ce rapport, mais on le trouve de plus en plus aussi chez des gens plus insérés socialement. Ça sort un peu, si vous voulez, des marges de la société. Donc c'est un peu comme la cocaïne, mais dans l'autre sens. Dans les deux cas, on est face à une drogue, la cocaïne, ou son dérivé qui quelque part élargit son marché au-delà du profil type du consommateur d'avant. Oui, visiblement, la politique pénale n'a pas du tout permis de ralentir la consommation. Oui, c'est ce que nous dit aussi l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, qui estime qu'il faudrait mettre plus de moyens sur la lutte contre le trafic et pas juste se concentrer sur la pénalisation des consommateurs. Je les cite encore, recentrer l'effort répressif sur le haut du spectre avec évidemment la prévention. Ils en appellent aussi à développer les dispositifs pour réduire ce qu'on peut pas stopper tout de suite, à défaut de pouvoir le stopper. Réduire par exemple avec les haltes soins addiction, souvent ce qu'on appelle, vous savez, les salles de shoot. C'est vrai que ça peut, quand il y en a une qui se développe, ça peut créer la controverse localement, mais sur le principe, en tout cas, ce rapport nous appelle plutôt à développer ce genre de solutions. Et puis évidemment, le rapport nous rappelle les risques, parce que quand on dit banalisation, on peut croire que c'est anodin. Non, ça ne l'est pas. Risque de la cocaïne, troubles mentaux, problèmes cardiovasculaires, risque d'infection VIH, à l'hépatite B. Et puis, contrairement à l'héroïne, on n'a pour le moment aucun médicament efficace. Ça nous rappelle ces chercheurs, même si il y a des pistes
prometteuses, mais pour le moment, on les a pas vraiment. Oui, alors Hélène Donadieu, docteur Hélène Donadieu, bonjour, vous êtes en ligne avec nous, médecin hépatologue, addictologue, vous êtes professeur d'addictologie à l'université de Montpellier, chef du service d'addictologie donc, et co-autrice du rapport de l'INSERM sur la cocaïne. Vous exercez évidemment depuis un certain temps. Vous avez, vous, constaté dans votre pratique cette évolution et comment vous l'expliquez ? Bonjour. Tout d'abord et merci pour l'invitation. Oui, effectivement, on constate depuis 5 à 10 ans, je dirais, une augmentation des demandes de soins dans nos structures d'addictologie vis-à-vis de la consommation de cocaïne, qu'elle soit consommée en poudre ou consommée basée, fumée. Comment expliquer ça ? Il y a une espèce de relation mutuelle entre l'augmentation de l'offre et l'augmentation de la demande et une adaptation du marché vis-à-vis de cette adaptation, de cette hausse de la demande, avec des recherches de sensations propres à l'effet que la cocaïne peut donner, soit vis-à-vis d'un modèle récréatif, c'est-à-dire autour de la fête, mais soit vis-à-vis de la stimulation par rapport à l'activité professionnelle dans un rôle plutôt de dopage. Donc on a de nombreuses explications sociales, on va dire, sur l'augmentation de la demande. Oui, ça commence à quel âge en fait ? Est-ce qu'il y a un âge d'entrée dans la cocaïne et comment, vous qui avez donc beaucoup travaillé sur le sujet, comment on prend sa première ligne de cocaïne ? Alors définir un âge de début de la cocaïne, ce serait extrêmement compliqué de vous répondre, puisque les jeunes ont parfois pas tout à fait les moyens financiers, même s'il y a une adaptation de l'offre à cela. Donc on constate une augmentation avec l'âge et on est plutôt sur des personnes autour de 20-25 ans qui débuteraient une consommation, et un peu plus jeunes, on a d'autres substances que l'on rencontre. Est-ce que les autres substances amènent à la cocaïne ? C'est le grand débat sur cannabis, cocaïne, où on ne peut pas faire le lien. Alors c'est le fameux effet passerelle, ça n'est pas une réalité. L'effet passerelle, c'est pas parce qu'on consomme une fois dans sa vie une substance psychoactive que automatiquement on va avoir cet effet passerelle vers d'autres substances psychoactives. Mais disons que ça fait prendre un peu plus de risques de rencontrer les autres substances, mais on a des tas de personnes qui vont consommer de l'alcool, du tabac, voire même du cannabis, qui pour autant n'iront jamais vers d'autres substances. Mais on peut dire, pardon, que tous ceux qui consomment de la cocaïne ont consommé du cannabis ? Non, pas forcément. Non, mais c'était une question, parce que c'est une idée reçue, effectivement. Le 100% n'existe pas. Dire que toutes les personnes qui consomment de la cocaïne ont un jour consommé du cannabis, non. Et bien évidemment que non. Mais il est vrai qu'on va rencontrer plus de personnes qui ont consommé du cannabis chez des personnes qui consomment d'autres substances. Félix Mathieu parlait dans son papier que la drogue était plus pure qu'avant. Et moi, j'avais dans l'idée qu'en fait, avec la chimie, avec les produits chimiques de nos jours, c'était l'inverse et que elle était plus dangereuse qu'à l'époque. Non, elle est vraiment beaucoup moins coupée. C'est ça qu'on appelle être pure. Elle est beaucoup moins coupée, ça c'est une réalité. Sachant que la cocaïne n'est pas une drogue de synthèse. Et du coup, elle est vraiment de moins en moins coupée, avec des taux de cocaïne qui peuvent circuler autour de 80-90% actuellement sur notre territoire, contre du 60% il y a quelques années de ça. Et c'est plus présent que de se droguer avec les médicaments? Est-ce que c'est plus présent de consommer de la cocaïne que de prendre des médicaments? Oui, enfin ce qu'on appelle les nouvelles drogues. Les nouvelles drogues de synthèse qui ne sont pas des médicaments. Non, qui ne sont pas des médicaments. Non, c'est pas. Je dirais pas que c'est plus fréquent. Alors c'est vrai qu'on a une augmentation de la consommation de l'ensemble des substances du spectre des psychostimulants. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans ce spectre des psychostimulants, certes la cocaïne est extrêmement accessible, mais il va y avoir les autres substances psychoactives et psychostimulantes qui sont plus des drogues de synthèse. Et donc on va trouver conjointement une augmentation de l'ensemble de la typologie des substances du sang, des substances psychostimulantes. Mais j'ai pas compris, elle est plus dangereuse ou moins dangereuse qu'avant la cocaïne?
c'est une question piège. Est-ce qu'elle est plus dangereuse? Elle est plus diffusée. Le fait qu'elle soit moins coupée, on peut imaginer que les complications médicales, vu que la plupart des complications médicales sont quantité dépendantes, on prend évidemment plus de risques sur une substance qui est beaucoup moins coupée, parce que sur une même prise, on va prendre plus de quantité. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Valérie, un reportage d'Envoyé spécial qui s'appelait La drogue est dans le pré. C'est la rencontre. On a rencontré, l'équipe d'Envoyé spécial a rencontré un dealer qui explique qu'aujourd'hui la cocaïne s'est démocratisée jusqu'aux agriculteurs qui en prennent. Écoutez. Ça va être une personne âgée aussi, de 60 ans, 50 ans, le patron d'un restaurant, l'employé d'un restaurant aussi, par rapport aux horaires, tout ça. C'est comme les marins pêcheurs. En fait, eux, c'est pas pour se défoncer. T'en as, c'est pour tenir leur charge de travail. Ils doivent rester éveillés pour leur charité. Donc t'en as, ils tapent du stup pour rester vifs, tu vois. Ça leur donne de la violence. Donc voilà. Un agriculteur qui se retrouve soit à travailler de manière très productive, aujourd'hui, il a cette possibilité d'avoir recours à de la cocaïne pour endurer des pratiques agricoles très intensives. L'avantage, c'est que le prix du gramme de cocaïne reste stable, alors que tout augmente. Là, donc, juste une précision, parce que Amphom nous dit c'est incroyable, vous faites de la pub, c'est de la bonne, c'est incroyable. Non, on est en train de dire le contraire. Enfin, on est en train de dire qu'elle est plus pure, mais qu'elle est aussi potentiellement plus dangereuse pour la santé, sur les conséquences sur la santé, les effets psychiatriques. On va en parler avec vous aussi dans un instant. C'est suite à un rapport. Oui, c'est le rapport de l'INSERM que je vous encourage à aller lire et regarder parce qu'il est très intéressant. On a Olivier en ligne qui voulait réagir. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Oui, je veux réagir parce que la drogue devient un fléau. Alors autour de moi, ça commence à s'agrandir. Je connais de plus en plus des gens, des notables de la ville qui consommaient pas et qui consomment parce que c'est cher, sûrement, ils ont les moyens peut-être. Je me suis posé la question. Mais des gens que je ne soupçonnais pas du tout, qui prennent de la cocaïne. J'ai un copain qui m'a dit mais moi tout le monde en prend, je veux essayer, je veux me faire un rail. Il s'est fait un rail, j'ai dit alors, il m'a dit pas plus. Pas plus. Tant mieux. Tant mieux, ouais. Oui, tant mieux parce que j'ai eu peur. Moi j'ai même un de mes fils qui a essayé. Je lui ai dit mais si je te vois, je te casse un bras. Et il m'a dit non mais papa, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Tant mieux. Il y a vraiment. Ouais, tant mieux, mais ça veut dire qu'effectivement c'est facile de s'en procurer, que ça touche tous les milieux. Vous confirmez ce que dit le rapport de l'INSERM. Ah oui, mais c'est pire parce que les premières doses on leur offre. Ouais. Et moi c'est ça qui me fait peur parce que j'ai dit à mon fils mais ça coûte combien? Il me dit je sais pas, on m'en a fait cadeau. Ouais. Ouh là là. J'ai demandé à mon copain aussi, il m'a dit la même chose. Il m'a dit non, on m'en a fait cadeau. J'ai compris. Ouais, et les dealers sont visibles, évidemment. Vous appelez de Beaucaire, du sud de la France. Vous dites que dans votre ville, on les voit facilement. Enfin, ils se cachent pas, quoi. Mais on les voit, ma maman qui me disait tiens, ils livrent aujourd'hui. J'ai dit quoi, ils livrent quoi? Elle me dit mais de ma fenêtre je les vois les gars, ils attendent là, ils sont impatients, ils tournent en rond. J'ai dit mais des fois, elle me dit ils livrent la drogue. Elle me dit viens le mardi, tu verras, le mardi matin ils passent et ils attendent tous. Il y en a de partout et ils attendent tous la livraison. Ouais. Merci de nous avoir appelé Olivier. 0826 300 300 si vous voulez témoigner. Vous aussi, on vous attend sur Sud Radio et avec le docteur Hélène Donadieu, on va parler des dispositifs qu'on peut mettre en place éventuellement pour prévenir et pour surtout informer. Moi, j'ai le sentiment, Hélène Donadieu, vous allez nous le dire, que la population n'est pas insuffisamment informée des conséquences sur la santé, AVC, des conséquences psychiatriques. On en parle avec vous dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. C'est quoi le problème? Le problème est soulevé par ce rapport de l'INSERM. Un adulte sur 10 a consommé de la cocaïne. La cocaïne, on le disait, c'est banalisé. On l'a vu avec l'appel d'Olivier tout à l'heure. Hélène Donadieu, c'est quoi la priorité aujourd'hui pour vous, addictologue? C'est la prévention? C'est la répression? C'est quoi pour empêcher peut-être encore plus de gens de
de rentrer dans la cocaïne? Oui, la priorité, je dirais, en tout, c'est de la pédagogie et qui va passer par de la prévention, de l'information des risques, de l'information claire et non fantasmée de ce qui se passe réellement, et parler également, évidemment, des prises de risques, savoir comment on peut les prévenir, et puis l'accès aux soins ensuite. Donc, vous voyez, c'est toute la chaîne de l'accompagnement des personnes, que ça passe de avant la consommation, une personne qui a consommé mais qui n'a pas de dommages, et une personne qui a consommé qui a des dommages, et à chaque point proposer un accès aux soins qui respecte l'autodétermination de la personne. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent vous voir? Comment vous les soignez? L'addiction se fait est plutôt mentale ou plutôt au produit, en fait? C'est plutôt le produit dont vous avez besoin, ou en fait l'addiction est dans la tête? Alors l'addiction, c'est une maladie du cerveau, c'est une maladie chronique. On va accompagner la personne en fonction de la place que prend cette substance ou ces substances dans sa vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la science de l'utilisation de la substance, et ce que va chercher dans l'utilisation de la substance la personne. Et on va travailler avec lui pour trouver d'autres stratégies que les substances qu'il utilise s'il le souhaite. Ouais. Peut-être parler des effets sur la santé, parce que je pense que c'est aussi une des manières de prévenir. Je racontais hors antenne que moi j'en ai jamais pris parce que j'ai eu la chance d'avoir une maman qui travaillait dans un laboratoire et qui m'avait expliqué ce qu'on trouvait à l'époque, il y a très longtemps, dans ces produits, et ça m'avait fait très très peur. Et puis après, par la suite, j'ai rencontré des médecins qui m'ont raconté que des jeunes aujourd'hui qui arrivent, quand je dis des jeunes, 25-35 ans à l'hôpital avec un AVC, la plupart sont positifs à la cocaïne. Donc de raconter quand même les troubles très importants sur l'organisme, même sur des jeunes adultes, que ça peut, sur les effets que ça peut avoir. Oui, alors pour revenir là-dessus, faut savoir que les dommages en lien avec la cocaïne sont intimement lié à la quantité et à la durée de la consommation. Ça, c'est une première information. L'autre information, c'est qu'il peut y avoir une prise de risque sur une seule prise. C'est aussi une information. Et autre information importante pour quand même ne pas être dans du sensationnalisme, c'est que la majorité des personnes qui consomment de la cocaïne la consomment de manière récréative et non pas automatiquement une addiction. Donc, pour répondre à votre question sur les prises de risque, effectivement, il existe une prise de risque ponctuelle au moment de la prise de problématiques neurologiques et vasculaires, avec des troubles du rythme cardiaque, risque de crise d'épilepsie, un risque d'infarctus du myocarde, en lien avec le fait que la cocaïne va fermer, on va dire, les vaisseaux et provoquer une diminution de l'afflux dans certains organes dits nobles. Mais ça peut être avec une seule prise, parce que je vous disiez au début, c'est en fait si on en prend beaucoup que c'est risqué, mais là vous dites, j'ai pas bien compris. J'ai dit les deux. J'ai dit que la majorité des complications étaient quantité dépendantes, mais qu'il n'y avait pas de risque zéro sur une prise ponctuelle. Donc effectivement, ça peut arriver sur une prise ponctuelle, mais globalement, la majorité des complications que l'on voit est plutôt des complications de l'ordre des consommations chroniques, comme les lésions du nez, comme les lésions pulmonaires avec la cocaïne fumée, comme les complications en santé mentale qui sont majeures et très préoccupante dans l'accompagnement des personnes qui consomment de manière régulière, avec des troubles anxieux, des troubles dépressifs, une majoration d'une problématique en santé mentale préexistante à l'utilisation de la cocaïne parfois, une majoration de l'impulsivité, des troubles du comportement, et ces problématiques en santé mentale peuvent aller jusqu'à des véritables symptômes psychotiques. Oui. Alors Valérie, alors Félix, Mathieu. Vous parliez d'un usage majoritairement récréatif. Qu'est-ce qu'il en est de l'usage professionnel, si j'ose dire? On a quand même cette image, ça existe aussi, pour ne pas sentir la fatigue, pour travailler sans relâche? Comme on a entendu dans le reportage avec les agriculteurs ou dans le milieu des serveurs et des barman. Tout à fait. Alors,
Effectivement, on a de plus en plus de récits dans les personnes accompagnées de l'utilisation de la cocaïne à visée de dopage pour maintenir l'activité professionnelle au rythme où on souhaite l'avoir ou au rythme où on nous la demande dans le cadre de son activité professionnelle. On a Jean-Philippe en ligne avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous vos chroniqueurs oui. et aux médecins et à vos auditeurs. Eh bien, écoutez, oui, moi, je voulais témoigner par rapport à ça dans le milieu professionnel, même si dans le monde civil, en général, c'est une catastrophe. Mais en fait, l'État ne veut rien faire. Je m'entends. Si réellement il voulait tenter d'éradiquer la consommation dans le milieu professionnel, il ferait des contrôles. Alors certes, ça coûterait cher, probablement, mais il ne le met pas en place, hormis dans certains milieux comme le milieu aéronautique où je travaille en tant que professionnel dans le parachutisme. Et j'ai subi, moi, en tant qu'éducateur sportif, au sein d'une commune en tant que maître nageur, l'éviction de mon lieu de travail parce que j'avais dénoncé un fonctionnaire consommateur de cocaïne, maître nageur. Donc c'est quelqu'un qui encadre des enfants, qui encadre des adultes et qui arrivait le matin avec les yeux comme un lapin qui a la myxomatose, qui toute la journée faisait des bonds et signalait à la direction, et ben ça ne leur a pas plu et c'est moi qui étais viré de mon travail. Vous le saviez, c'était une donnée, tout le monde savait que cette personne prenait de la drogue. Alors oui. En fait, bon, je n'ai commencé à le signaler que lorsque j'ai subi le vol de mes bijoux par ce fonctionnaire, parce qu'il avait besoin d'argent et que, en fait, tout le monde le savait au sein de la structure. Il suffisait de le voir le matin arriver avec les narines rosies, les yeux écarquillés et toute la journée à faire des bonds de partout quand il était en manque. Et la direction au courant, la mairie. Donc au plus haut était au courant, l'a protégé et ils l'ont déplacé d'une autre structure parce qu'il causait beaucoup trop de problèmes au sein de l'équipe. Et ça c'est parce que le gouvernement ne veut pas mettre en place dans certains milieux. C'est professionnel, c'est tout. Alors un agriculteur qui conduit son tracteur, au pire, il va se foutre dans le fossé avec son tracteur. Mais quand vous avez un conducteur de bus, quand vous avez un éducateur sportif qui encadre des enfants et que vous retrouvez un gamin au fond parce qu'il n'y a pas eu les réflexes, eh ben moi je suis professionnel du para. Tous les ans, je subis une visite comme les pilotes dans un centre d'expertise du personnel navigant et il y a un contrôle sanguin avec une recherche de produits stupéfiants. Alors merci de votre témoignage, Jean-Philippe. Hélène Donadieu, est-ce que le gouvernement en fait assez? Est-ce qu'il y a les politiques de prévention ou de contrôle sont suffisantes aujourd'hui? Alors, moi, je reprendrai les termes de l'expertise INSERM, parce que je crois que c'est ça qui est extrêmement cohérent. Tout ce qui va être basé exclusivement sur les utilisateurs et la répression basée exclusivement sur les utilisateurs ne fonctionne pas. Et on l'a bien vu, et ça participe à la discrimination. On voit bien dans les auditeurs dont les constats sont probablement légitimes, mais où on va criminaliser, pénaliser, mettre à une posture de délinquant les personnes qui consomment. Et globalement, ça ne fonctionne pas dans la prévention, puisque ça limite l'accès aux soins et ça limite la capacité qu'a la personne de pouvoir en discuter. Oui, mais il faut rappeler que la prise de cocaïne est illégale et est interdite en France. Oui, bien sûr, je vais absolument pas vous dire le contraire, mais quand elle est sous-tendue par une maladie, l'idéal c'est que la personne puisse avoir accès à un soin. Oui. Et quand elle n'est pas sous-tendue par une maladie, l'idéal c'est que quand même la personne ait accès à une réduction des risques, à une amélioration de sa qualité de vie, à une limitation des risques s'il souhaite continuer. Et donc dans ce contexte-là, c'est vraiment les structures de soins qui vont pouvoir donner ces dispositifs aux personnes concernées. Mais si les personnes concernées sont systématiquement criminalisées, discriminées, elles ne vont pas avoir accès à ces messages de prévention, de réduction des risques, voire d'accompagnement vers le sevrage. Donc tout ce qui va être basé stricto sensu sur
les utilisateurs, en les criminalisant, n'a pas prouvé son efficacité. Alors, le rapport de l'INSERM, je disais, est à retrouver. Il est tout à fait accessible et lisible sur les réseaux sociaux. Et Drogue Info Service, le numéro 0800 23 13 13, numéro qui vous aidera si vous avez des problèmes d'addiction. Et l'écoute est anonyme et gratuit. Et vous pouvez appeler entre 8h à 2h, 7 jours sur 7, 2h du matin. Merci à vous. Merci, docteur Hélène Donadieu, d'avoir été avec nous. Merci Félix Mathieu. Et nous, on se retrouve dans un instant avec le zapping et les débats sur l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.